j'ai quitté mon mari après avoir gagné le double de son salaire, croyant qu'il n'était qu'un poids mort et m'attendant à ce qu'il m'être supplie de revenir. Mais au lieu de cela, je fais maintenant face à la solitude, le regardant s'épanouir sans moi. Je me suis séparé de mon mari après avoir commencé à gagner le double de son salaire. À l'époque, j'étais convaincu qu'il ne faisait que me freiner, et je m'attendais presque à ce qu'il me supplie de revenir. Au lieu de ça, je me retrouve aujourd'hui face à une solitude inattendue, tandis que je le regarde, de loin, s'épanouir dans une vie où je ne suis plus là. Il y a 3 mois à peine, j'avais l'impression de toucher les étoiles du bout des doigts. Pendant des années, j'avais enchaîné les nuits écourtées, avalé ma fierté lors de réunions interminables, et travaillé 2 fois plus dur que mes collègues masculins. Et finalement, j'avais réussi, on venait de me nommer directrice des opérations. Ce n'était pas juste un titre de plus imprimé sur une carte de visite. Pour moi, c'était une consécration, la preuve que tous mes sacrifices avaient eu un sens. Le salaire associé au poste était incroyable, un montant qui me propulsait dans une toute nouvelle sphère financière. Pour la première fois, j'ai senti un vrai pouvoir entre mes mains, une autonomie absolue. C'était comme si le monde entier s'était soudain ouvert devant moi. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en flottant littéralement, porté par une euphorie que je n'avais jamais connue. Je m'attendais à ce que mon mari, Gaël, partage mon enthousiasme, qu'il sorte une bouteille de champagne et fête ma victoire comme si c'était aussi la sienne. Et, à sa façon, c'est ce qu'il a fait. Il m'a serré contre lui, m'a dit qu'il était fier de moi. Pourtant, dans son regard, j'ai capté quelque chose qui m'a dérangé, une sorte de résignation silencieuse, comme si mon accomplissement n'arrivait pas à nous, mais seulement à moi. Pendant le dîner, alors que je déballais mes projets, mes futures responsabilités, l'équipe que j'allais diriger, il est resté calme, presque effacé, se contentant de hocher la tête de temps en temps. Sa tranquillité a agi sur moi comme un verre d'eau glacée renversé sur un feu. Cette nuit-là, en m'allongeant à côté de lui, une pensée nette, presque tranchante, a commencé à prendre forme. Je l'ai regardé dormir. Gaël a toujours été un homme bien, quelqu'un de doux et de fiable. Pendant nos 8 années de mariage, il avait été mon plus grand soutien. Il enseignait l'histoire dans un lycée, un boulot honnête mais modeste. Son salaire, qui avait autrefois assuré la stabilité de notre foyer, paraissait désormais minuscule comparé au mien. Et soudain, la dynamique que nous avions construite au fil du temps m'a semblé dépassée. Je me suis rendu compte que beaucoup de mes choix, beaucoup de choses que j'avais acceptées, étaient fondées sur un besoin de sécurité, un besoin que je n'avais plus. J'avais besoin d'un partenaire, d'un vrai compagnon dans ma montée en puissance. Et maintenant, j'étais celle qui portait toute la relation financièrement. L'équilibre s'était brisé. Et dans ce nouvel éclairage, Gaël n'apparaissait plus comme mon mari, mais comme une charge, un projet que je traînais derrière moi. J'ai ressenti une clarté brutale. Je n'avais plus besoin de lui. Pas de la manière dont une femme s'appuie sur son mari. Et si je n'avais plus besoin de lui, pourquoi rester? Le divorce n'a pas été une impulsion, mais un raisonnement froid, presque mathématique. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai observé notre quotidien différemment, à travers le prisme de mon nouveau pouvoir. J'ai commencé à voir toutes ces petites choses qui m'avaient autrefois semblé insignifiantes, ces vêtements abandonnés au sol, comme si je devais automatiquement les ramasser, son manque d'intérêt pour un poste mieux payé, ses passe-temps tranquilles jardiner, lire des bouquins d'histoire qui m'avaient jadis attendri, mais que je vivais maintenant comme des freins. Nos conversations sont devenues crispées. Moi, je parlais stratégie, acquisition, voyage d'affaires à Singapour, lui me racontait comment il essayait d'intéresser ses élèves à la Révolution française. On ne vivait plus sur la même planète. J'avais l'impression d'être une voiture de course attachée à une vieille charrette. J'avais besoin de m'entourer de gens qui vibraient au même rythme que moi, des gens qui comprenaient l'adrénaline du succès, pas la sécurité d'un salaire stable et des vacances d'été. Un soir, je me suis assise avec lui dans le salon et j'ai tout déballé. Je n'ai pas cherché à adoucir quoi que ce soit. Je lui ai parlé comme je l'aurais fait en réunion, directement, froidement. Je lui ai dit que ma vie avait pris une autre direction,
que mes ambitions avaient dépassé ce que notre relation pouvait m'apporter. Je lui ai expliqué que j'étais devenue une femme entièrement autonome, que je n'avais plus besoin d'un soutien conjugal traditionnel. Je lui ai dit qu'il était temps que nous suivions chacun notre propre route, pour me permettre d'atteindre mon plein potentiel sans obstacle. Je m'attendais à des larmes, à des protestations, à ce qu'il se batte pour moi, qu'il me promette de changer, qu'il évoque notre amour et nos années partagées. C'est ce que fait quelqu'un qui vous aime, non? Il se raccroche de toutes ses forces. Mais Gaël est resté silencieux un long moment, le visage pâle. Puis il a seulement hoché la tête. Et d'une voix étonnamment neutre, il a dit, « Si tu penses que c'est ce qu'il te faut pour être heureuse, je ne te retiendrai pas. » Sa passivité m'a frappé comme une gifle. Pour moi, c'était la preuve ultime que j'avais raison. Il n'avait pas ce feu, cette passion. Son acceptation m'a conforté dans ma décision. Le divorce a été rapide, presque trop facile, surtout parce que j'ai fait preuve d'une grande générosité. Je ne voulais pas que les gens pensent que mon succès m'avait rendu cruel. Je lui ai laissé la voiture, elle était déjà à son nom. On a partagé nos modestes économies en parts égales. Comme c'était moi qui partais, il a gardé notre appartement en location, tandis que je m'installais dans un loft luxueux en centre-ville, à 2 pas de mon nouveau bureau. Une séparation nette, propre, presque administrative. Les premières semaines après mon départ ont eu un goût de lune de miel, avec moi-même. Je me suis jeté corps et âme dans ma nouvelle vie. Je travaillais 16 heures par jour, porté par la caféine et l'ambition. Le week-end, je savourais cette liberté retrouvée. Je m'offrais des vêtements de marque sans même regarder le prix. Je dînais dans des restaurants étoilés Michelin. Je passais mes soirées à sortir avec mes collègues, des gens influents et fascinants qui semblaient parler exactement la même langue que moi. Avec eux, je me sentais légère, puissante, presque indestructible. Et pourtant, au fond de moi, j'attendais toujours quelque chose, un appel venant de lui. J'étais persuadé que ce n'était qu'une question de temps. Dans mon esprit, Gaël était assis dans notre ancien appartement, seul, entouré d'objets qui lui rappelaient ma présence, en train de réaliser à quel point il avait eu tort de me laisser partir si facilement. Je l'imaginais passer ses nuits sans dormir, rongé par le regret. Je m'étais même préparé mentalement au jour où son nom apparaîtrait sur mon écran de téléphone. Je savais que je devrais rester ferme, lui rappeler que j'avais pris ma décision, mais peut-être que si ses supplications étaient sincères, je pourrais envisager de lui accorder une seconde chance à mes conditions. Mais cet appel n'est jamais arrivé. Les jours se sont transformés en semaines. Aucune notification, aucun SMS, pas un email, pas même un message transmis par des amis communs. Juste le silence. Un silence total. Au début, j'ai interprété ça comme de l'orgueil. Je me suis dit qu'il était trop blessé pour reconnaître qu'il avait commis une erreur monumentale. Mais plus le temps passait, plus un doute tenace a commencé à s'installer. Était-il possible qu'il ne souffre pas? Était-il possible que mon départ n'ait pas laissé le trou béant que j'avais imaginé dans sa vie? La première fissure dans l'assurance brillante que j'affichais est apparue il y a un mois. Une amie commune, sans se douter une seconde de la bombe qu'elle larguait, a posté une photo sur les réseaux sociaux. La scène se passait sur un sentier de randonnée. On y voyait un groupe de gens rayonnants, et au milieu d'eux se tenait Gaël. Et il ne ressemblait en rien à l'homme dont j'avais gardé l'image. Il avait maigri. Son visage était hâlé, lumineux. Il portait une tenue de sport et souriait à l'objectif avec une joie simple et authentique. À partir de là, j'ai commencé à garder un œil sur lui, pas de façon obsessionnelle, mais avec une curiosité qui ne voulait pas s'éteindre. J'ai créé un profil anonyme pour pouvoir consulter ses publications sans qu'il le remarque, et ce que j'y ai découvert m'a déstabilisé. Sa vie, au lieu de s'effondrer, semblait s'être ouverte comme un bourgeon au soleil. Il avait rejoint un club de course. Il postait des photos de ses chronos, de ses médailles de course de 10 km. Il s'était abonné à une salle de sport. Ces photos, autrefois remplies de livres d'histoire et de vieilles cartes, montraient maintenant des sommets de montagne, des plats sains qu'il cuisait lui-même. Puis, il y a 2 semaines, je l'ai croisé par hasard.
Je sortais d'une réunion dans un café en centre-ville lorsqu'il a traversé le trottoir d'en face en courant, casque sur les oreilles, tenue de sport, le regard déterminé. Il ne m'a pas vu. Il était concentré, presque dans sa bulle. Il avait l'air en forme, solide. C'était une version de Gaël que je n'avais jamais connue, une version qui n'avait jamais existé pendant notre mariage. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose qui n'avait rien à voir avec la confiance ou la liberté. C'était une pointe d'envie. Un petit serment amer. Et hier soir, tout a basculé. Une autre photo a surgi sur mon fil, cette fois publiée par un de ses amis. Ils étaient dans un bar, en train de célébrer je ne sais quoi. Gaël se trouvait au centre du groupe, riant à plein poumon, et juste à côté de lui se tenait une femme. Il ne faisait rien de déplacé, mais elle lui touchait le bras et le regardait avec une admiration qui sautait aux yeux. Et lui, il ne se reculait pas. Il était à l'aise, heureux, entouré de monde. Pendant ce temps, j'étais seul dans mon loft luxueux, en train de manger une salade achetée à la va-vite, devant mon ordinateur, à répondre à des emails à 22 heures. Cela fait 3 mois. 3 mois que j'ai pris la décision la plus rationnelle, la plus stratégique de ma vie. 3 mois que j'ai cru me libérer d'un mariage qui m'empêchait d'avancer. Et ce soir, assise dans cet appartement immense et silencieux qui représente pourtant tout ce que je pensais vouloir, je me sens plus seul que jamais. L'euphorie du début s'est dissipée, laissant un vide que ni l'argent ni la réussite ne peuvent combler. Je pensais que le divorce allait clore un chapitre et en ouvrir un meilleur. Mais, ironiquement, il semble que le seul à avoir commencé une vie plus riche, c'est lui. Où sont les appels désespérés? Où sont les textos remplis de remords? Où est cet homme dévasté, incapable d'imaginer son existence sans moi? Il n'existe pas. À sa place se trouve un étranger heureux, sportif, sociable, qui traverse sa vie comme si nos 8 ans ensemble n'étaient qu'une parenthèse insignifiante. C'est comme si je n'avais jamais compté, comme si notre mariage n'avait été qu'un prologue sans importance dans l'histoire de sa vie. Il ne s'accrochait pas non plus à moi. Il l'a si facilement rayé de sa vie. C'est moi qui ai dû prendre la décision difficile. C'est moi qui l'ai libéré d'une relation qui ne fonctionnait plus. Il devrait presque m'en remercier. Mais au lieu de ça, il m'a infligé son silence, sa joie retrouvée. C'est une claque. Chaque photo où il sourit me transperce. Chaque kilomètre qu'il court me donne l'impression qu'il s'éloigne un peu plus. La vérité, c'est qu'il me manque. Son calme me manque, sa douceur, et même la manière dont il me préparait du thé le soir. Je croyais que je n'avais plus besoin de lui, mais aujourd'hui je comprends que ce n'était pas son salaire que j'avais besoin de dépasser, c'était lui, tout simplement. Mais j'ai érigé un mur tellement haut, construit de réussite et d'orgueil, que je ne sais même plus comment le faire tomber. Et lui semble tellement heureux dans sa nouvelle vie qu'il n'a même pas à regarder dans ma direction. J'ai pris une décision logique, mais mon cœur, lui, est resté derrière. Et ce qui me fait le plus mal, c'est l'impression que jamais le sien ne s'est retourné vers moi. Commentaire populaire sur Reddit, utilisateur anonyme. Vous avez traité votre mari comme un employé qu'on renvoie parce qu'il n'est plus utile, et ensuite vous vous étonnez qu'il ne vous supplie pas de réintégrer votre entreprise. Vous l'avez quitté de la façon la plus froide et la plus calculée possible, et pourtant vous attendiez une réaction passionnée et émotionnelle. Son bonheur n'est pas une punition contre vous, c'est simplement la récompense qu'il reçoit pour s'être éloigné de quelqu'un qui le considérait comme un accessoire. Réponse de l'auteur original. Je ne l'ai jamais vu comme un accessoire. Pour moi, il était mon partenaire. Mais le partenariat avait changé, la dynamique n'était plus la même, et il fallait rééquilibrer tout ça. Le fait qu'il n'ait pas voulu se battre pour cette nouvelle structure, c'est ça qui a vraiment mis fin à notre histoire. Le bonheur qu'il affiche aujourd'hui n'est qu'un masque, une façade pour dissimuler à quel point il est blessé. Utilisateur anonyme 2. Il m'a puni avec son bonheur. C'est probablement l'une des phrases les plus égocentriques que j'ai lues. Sa vie ne tourne pas autour de vous. Son bonheur n'est pas un plan monté pour vous faire du mal. Il est juste en train de vivre.
Il se reconstruit après que vous lui ayez brisé le cœur. Si vous aviez réellement tenu à lui, vous seriez heureuse pour lui. Réponse de l'auteur original. Bien sûr que je tenais à lui. C'est justement pour ça que ça fait si mal. Mais personne ne sort d'un mariage de 8 ans en 3 mois pour se transformer en athlète souriant. C'est du cinéma, et c'est cruel. Utilisateur anonyme 3. Il semble que la libération dont vous parlez n'était pas celle que vous croyez. Vous ne vous êtes pas libéré de lui, vous vous êtes libéré de la version de vous-même qu'il aimait. Vous l'avez quitté parce que votre ego, alimenté par votre nouveau poste, vous a convaincu que vous pouviez viser le mieux. Et maintenant que vous voyez que ce mieux est vide et solitaire, vous voulez qu'il vienne vous sauver de votre propre décision. Réponse de l'auteur original. Je ne veux pas qu'il me sauve. Je veux juste qu'il fasse preuve d'un minimum de décence et reconnaisse la douleur que nous devrions ressentir tous les deux. Le fait qu'il semble ne rien ressentir du tout, c'est ça qui me blesse le plus. C'est comme si toute notre histoire n'avait eu aucune valeur. Mise à jour 1. J'avais besoin de réponses. Ce silence combiné aux photos sur les réseaux sociaux me transformait en boule de nerfs. J'ai fini par faire quelque chose que je savais probablement ne pas devoir faire, mais l'incertitude était devenue insupportable. J'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé sa sœur, Laure, avec qui j'avais toujours eu une bonne relation. J'ai prétexté vouloir des nouvelles de leur mère. Et puis, au bout de quelques banalités, j'ai craqué. Je lui ai avoué que j'avais vu des photos de Gaël et qu'il avait l'air, plutôt très bien. La réponse de Laure a été polie, mais avec une froideur tranchante. Elle m'a dit: oui. Il va incroyablement bien. Le divorce est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Je suis resté sans voix. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, Laure m'a tout déballé d'un seul coup. Elle m'a expliqué que, depuis 2 ans, Gaël vivait dans un état d'anxiété quasi permanent, convaincu qu'il n'était jamais à la hauteur pour moi, que mon ambition et qu'il admirait au début s'était transformée en une pression étouffante. Il avait la sensation de me décevoir constamment, comme si mon bonheur dépendait d'attentes qu'il ne pourrait jamais satisfaire. Elle a ajouté que quand j'ai demandé le divorce, il ne s'est pas battu parce qu'il avait ressenti un étrange soulagement. Dévasté, oui, mais aussi libre. Libre du poids écrasant d'essayer de répondre à un niveau impossible. C'est pour ça qu'il s'est mis à courir, à faire du sport, pas pour fuir mon souvenir, mais pour canaliser toutes les années de stress et d'énergie négative. Et au passage, il s'est retrouvé lui-même. Elle m'a assuré qu'il ne me déteste pas, mais qu'il me considère désormais comme un chapitre clos, un chapitre qui lui a appris ce qu'il ne voulait plus dans une relation. Elle a terminé en disant doucement: il est heureux maintenant, Sophie. S'il te plaît, laisse-le être heureux. J'ai raccroché en me sentant vidé, comme si on m'avait retiré l'air des poumons. Le récit que je m'étais construit, celui du mari abandonné, blessé, souffrant, n'était qu'un mensonge. La personne qui souffrait réellement dans notre couple, c'était lui. Réaction sur Reddit mise à jour. Utilisateur anonyme 4. Waouh. La vérité fait mal, pas vrai? Sa sœur a été limpide, il ne vous punit pas avec son bonheur. Son bonheur existe précisément parce qu'il s'est éloigné de vous. Vous avez été pour lui une source d'angoisse pendant des années. Dans son histoire, vous n'êtes pas l'héroïne tragique, vous êtes la méchante. Réponse de l'auteur original. Je ne pense pas être une méchante. J'étais sous une pression énorme au travail. Et s'il se sentait comme ça, pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit? La communication va dans les deux sens. Utilisateur anonyme 5. La phrase « il a ressenti un étrange sentiment de soulagement » devrait être votre enseignement clé. Vous lui avez offert la porte de sortie qu'il n'osait pas prendre et au lieu de revenir en rampant, il a profité de cette chance pour créer une vie qui l'épanouit. C'est une histoire de réussite, ce n'est juste pas la vôtre. Réponse de l'auteur original. Je ne sais pas si j'appellerais ça une réussite. J'ai plutôt l'impression qu'il fuit. Au lieu d'affronter ce qui n'allait pas entre nous, il s'en est simplement éloigné et maintenant tout le monde appelle ça du succès.
Je ne comprends pas utilisateur anonyme 6. S'il te plaît, laisse-le être heureux. C'est le meilleur conseil que sa sœur pouvait vous donner. Fermez vos comptes anonymes, arrêtez de l'espionner et concentrez-vous sur votre propre vie. Peut-être qu'avec un peu d'introspection, vous comprendrez pourquoi votre succès vous semble si creux. Réponse de l'auteur original. Je ne l'espionne pas, j'étais juste inquiète. Et mon succès n'est pas vide. C'est ma vie qui paraît vide, sans lui. C'est différent. Mise à jour finale. Je pense que j'avais besoin de voir les choses de mes propres yeux. Hier soir, juste après avoir parlé avec Laure, j'ai fait quelque chose d'insensé. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé jusqu'à notre ancien quartier. Je me suis garé au bout de la rue, là où il ne remarquerait jamais ma voiture. J'ai attendu. J'avais l'impression d'être une détective privée dans ma propre vie qui s'écroule. Après environ 1 heure, la lumière du salon s'est allumée. J'ai aperçu sa silhouette à travers la fenêtre, puis la porte d'entrée s'est ouverte. Gaël est sorti. Il n'était pas en tenue de sport cette fois. Il portait une belle chemise, un jean bien ajusté. Il avait l'air calme, posé, presque lumineux. Et juste derrière lui est apparue la femme de la photo du bar. Elle lui a dit quelque chose, et il a ri. Un vrai rire chaleureux, spontané que j'entendais faiblement depuis ma voiture. Elle a fermé la porte derrière elle avec sa propre clé. Ils se sont dit au revoir avec un baiser. Pas un baiser fougueux, mais un baiser intime, tendre, le genre de geste qu'on partage avec quelqu'un avec qui on a une connexion authentique, construite, vivante. Puis elle est montée dans sa voiture et est partie. Gaël, lui, est retourné dans l'appartement. Notre appartement. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas une façade, pas un rôle, pas une performance pour les réseaux. C'était réel. Il avait tourné la page. Il avait quelqu'un. Quelqu'un de stable, de présent, quelqu'un qui avait même une clé de chez lui. Et moi, j'étais assise dans ma voiture hors de prix, cachée dans l'ombre, terriblement seule. L'ironie était si lourde que j'en ai eu la gorge serrée. J'avais obtenu tout ce que je pensais vouloir, le pouvoir, l'argent, l'indépendance. Et, en chemin, j'avais laissé filer la seule chose qui comptait vraiment. Je suis rentré dans mon loft immense, impeccable, vide. Et pour la première fois depuis 3 mois, j'ai pleuré. Pas pour mon orgueil, pas pour ma colère, pas pour l'injustice que je m'étais inventée. J'ai pleuré pour lui. Pour l'homme bon que j'ai laissé partir parce que mon ego m'aveuglait. Pour le bonheur que j'ai jeté comme si j'aurais toujours mieux. Il n'y a pas de révélation grandiose ici. Il n'y a pas de plan pour le récupérer. Il est déjà trop tard. Il n'y a qu'une vérité glaciale, je l'ai perdu. Et je comprends maintenant, avec une lucidité douloureuse, qu'il n'a pas besoin de me supplier de revenir. C'est moi qui, à partir de maintenant, supplierai en silence un fantôme qui ne reviendra jamais. Réaction de Reddit mise à jour finale. Utilisateur anonyme 1. C'est la mise à jour la plus triste et la plus sincère que vous ayez écrite. C'est brutal, mais c'est authentique. Parfois, les conséquences sont irrévocables. J'espère que cette douleur sera le point de départ d'une vraie introspection. Bonne chance à vous. Réponse de l'auteur original. Merci. Je ne sais pas si c'est le début de quelque chose. Pour l'instant, ça ressemble surtout à la fin. Utilisateur anonyme 7. Enfin, de la lucidité. Dommage qu'il ait fallu descendre aussi bas pour y arriver. Votre histoire est un avertissement pour tous ceux qui confondent réussite professionnelle et bonheur personnel. Ces deux choses n'ont rien à voir. Je suis heureux pour Gaël. Il a trouvé la paix, et j'espère sincèrement que vous la trouverez également. Réponse de l'auteur original. Je l'espère aussi. Merci de m'avoir lu. Utilisateur anonyme 8. C'est moi qui, en silence, supplierai à jamais un fantôme qui ne reviendra jamais. Une phrase déchirante, mais puissante. Vous avez touché le fond,
Et parfois il faut ça pour commencer à remonter. On ne peut rien dire pour apaiser votre douleur, mais au moins vous voyez enfin la vérité. C'est le premier pas. Réponse de l'auteur original. Je suppose que oui. Merci à tous de m'avoir écouté, même quand je refusais d'entendre ce que vous disiez.